Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors aujourd'hui, on va parler de liberté d'expression, une fois n'est pas coutume, et je vais vous parler une fois de plus de la gauche et de son amour pour la liberté d'expression, c'est peu de le dire. Alors voilà, j'en profite pour vous montrer le nouveau bébé, donc le livre noir de la gauche. Et justement, dans ce livre noir, on parle notamment de liberté d'expression, mais pas seulement. Hein, Bon, il vient de sortir et je suis un peu détendu là parce qu'on vient de passer une grosse vague d'envoi. Donc le livre est très très bien accueilli. Je remercie d'ailleurs tous les acheteurs de ce livre avant même sa sortie et qu'ils en parlent autour d'eux pour que j'ai une chance de passer dans les médias et avoir des gens de gauche en face de moi, à commencer par les journalistes hein, forcément, pour leur dire un peu leur cas de vérité. Voilà. Alors, la liberté d'expression et la gauche, bon, on se rappelle de ce sondage de Libération qui était paru il y a quelques mois, qui mettait en première valeur de la gauche la liberté d'expression. Et malheureusement, quand la gauche est au pouvoir, c'est ce qui disparaît. Hein, de plus en plus, vous regardez les lois mémorielles, la loi Taubira, la loi Guesso, c'était les lois de gauche, même si la loi Pleven, c'était sous un gouvernement de droite. Bon. Je ne fais pas tout l'historique, mais en gros, la gauche et la liberté d'expression, c'est une vaste tartufferie. Et alors, je vais vous en apporter 3 nouvelles preuves. Alors, on va aller crescendo, donc je vais commencer par la première, par des petits cons qui se disent de gauche, anti-sionistes, etc. Je veux parler du cercle des volontaires, donc évidemment, on ne partage pas les mêmes idées, mais je les avais interviewés, et tout s'était très bien passé. Enfin, j'avais interviewé l'un d'eux, Jonathan Moadab, l'autre étant malade ce jour-là. Et bon, ça s'était bien passé, on avait débattu pendant 1h30, et j'avais mis en ligne l'interview, sans aucune coupe, en intégralité, la semaine suivante, sans qu'il y ait le moindre problème avec ça. Et puis, ils m'ont proposé une interview, donc je l'ai acceptée avec joie. Je suis venu exprès de Blois pour répondre à cette interview, donc à Paris. J'ai fait l'aller-retour exprès, on a passé au moins 2 heures en tout, voire un peu plus, entre les préparations, etc., à faire cette interview. Au plein milieu de l'interview, j'ai déjà relaté ça dans un article, donc je vais être bref, mais c'est pour vous donner un peu le cadre si vous n'avez pas lu cet article. Donc au plein milieu de l'interview, hop, le son s'arrête, alors ils essayent de voir un peu ce qui se passe, après c'est l'image qui s'arrête, enfin bref, ça a été n'importe quoi au point de vue professionnel. Ça c'est sur la forme, alors sur le fond j'en parle pas, mais depuis, bon à la limite, qui me posent des questions bêtes, ça les regarde, mais le problème c'est que cela fait plus de 2 mois que j'ai répondu à cette interview, et elle n'est toujours pas diffusée. Alors depuis ils ont diffusé pourtant beaucoup d'autres interviews, de gens qui partagent leur idéologie, alors là c'est plus facile hein, forcément, mais on voit bien là, alors je sais pas s'ils la diffuseront un jour, la mienne, parce que je les mettais évidemment face à leurs contradictions et j'ai évité, je crois, tous leurs pièges. Mais il faut croire que quand ces anti-sionistes revendiqués tendent le micro à des gens qui ne partagent pas leur idéologie, comme par hasard, il y a censure, puisque même s'ils diffusent cette interview maintenant 3 mois plus tard, elle sera complètement sortie de son contexte et ça n'aura plus beaucoup d'intérêt. En plus, je m'attends aux pires manipulations avec le son et l'image qui ont coupé l'un après l'autre dans des proportions dont on ne sait même pas quel est le détail. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Je vous laisse vérifier ça par vous-même. Ça s'appelle le cercle des volontaires et je les avais interviewés avec intérêt au départ. J'aurais même tressé des lauriers en disant voilà un nouveau type de journalisme qui sort pas de Sciences Po, qui sort pas des écoles de journalisme, je me suis planté. Hein, ce sont des petits cons comme les autres. Voilà. Alors, deuxième exemple, alors là on va aller un peu crescendo, c'est mon grand ami Alain Soral, voilà, qui se revendique aussi antisioniste et des grands défenseurs de la liberté d'expression. Quand tu vas sur son site internet, là, Égalité et Réconciliation, eh bien, c'est quasiment impossible pour quelqu'un qui veut le contredire, ou veut contredire ses idées, de laisser un commentaire et que ce commentaire soit publié. Voilà, il est systématiquement modéré, censuré, appelez ça comme vous voulez. Et bizarrement, quand des soraliens viennent sur Enquête et Débat,
eh ben, ils sont pas censurés, voilà. Sauf s'ils m'insultent, sauf s'ils tombent sous le coup de la loi, sauf si... évidemment, puisque nous, on respecte la loi, mais il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de soraliens qui ont pu s'exprimer, parfois très très souvent et très très longuement, bon, jusqu'à ce que généralement ils tombent dans le... Bon, soit ils s'arrêtent d'eux-mêmes, soit ils tombent sous le coup de la loi, et là on les vire. Mais voilà la différence entre des gens qui défendent la liberté d'expression, en l'occurrence nous, et des gens qui sont hostiles à la liberté d'expression, sauf la leur évidemment. Ça, je veux parler d'égalité et réconciliation, donc Soral, avec ce lancement de morale, il peut toujours courir. Et alors, dernier exemple, alors là on atteint le sommet, je vais vous parler d'un canular que certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'écouter, puisqu'il a été en ligne très peu de temps. C'était un canular que j'ai fait, puisque je me lance dans les canulars maintenant, c'est assez drôle de faire une enquête de cette manière, et je m'étais fait passer pour un représentant de l'émir du Qatar en France, et j'avais appelé la rédaction de Tétu, parce qu'il venait de révéler que Tétu était à vendre. Alors, Tétu, c'est le magazine homosexuel bien connu, fondé, je crois, par Pierre Berger, le multimillionnaire de gauche, c'est là où on en arrive aussi à la gauche. Et figurez-vous que, je crois, 3 ou 4 jours après avoir diffusé ce canular, donc qui ne relève pas en aucune manière de la diffamation, puisque il s'agit d'une liberté de la presse, hein, de pouvoir appeler qui on veut, se faire passer pour qui on veut. Si ça permet de révéler des informations, c'est la responsabilité des gens en question. Mais voilà, j'ai reçu un très joli courrier d'avocat du cabinet Pierrat. On va revenir sur qui est ce maître Pierrat, donc je vous le montre là. Voilà, très joli, je ne sais pas si on voit bien, très joli courrier en 2 pages, bourré de chantage, de menaces. Bon, vous connaissez les avocats, hein, malheureusement. Et alors, ce qui est intéressant, voilà, bon, il m'explique que je risque 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, comme le prévoit le code pénal, tu parles. En fait, il a Pierre Berger derrière lui, donc moi, j'ai surtout pas ni l'envie, ni la possibilité financière de me lancer dans un procès avec un multimillionnaire, hein, ça c'est clair. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. Et, alors, c'est pour ça que j'ai dû retirer, j'ai cédé à leur pression, mais tout en me promettant de faire cette vidéo dès que j'aurai un peu le temps, ce que je fais maintenant, parce que je vais un peu leur dire leur cas de vérité à ces gens-là, et je vais un peu faire savoir au grand public de qui il s'agit. Donc là, voilà, je viens de vous révéler une première chose, c'est que ces gens-là qui se prétendent de gauche et pour la liberté d'expression, censurent dès que ça porte atteinte à leur intérêt, et c'est pourtant légal. Bon. Alors, on peut aller plus loin, parce que maintenant, la tartufferie ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que le cabinet d'avocats Pierrat, qui m'a envoyé ce courrier, c'est quelqu'un qui se targue d'être un chantre de la liberté d'expression. Mais oui, messieurs, dames, vous ne rêvez pas. Alors, je vous le prouve. Bon, il se trouve qu'on a filmé une de ses conférences à l'École normale supérieure, il y a 1 an ou 2. Alors, on va en voir un extrait maintenant. Une autre censure préalable qui existe et qui là est plus en rapport avec l'imprimé, c'est la commission de publication pour la jeunesse. Vous le savez peut-être, il existe depuis 1949 une loi du 16 juillet 1949 qui contrôle les publications destinées à la jeunesse ou susceptibles d'être vues par la jeunesse. Tout ce qui est intéressant, c'est le susceptible, parce que le susceptible permet de faire entrer tout et n'importe quoi, y compris le meilleur, dans le cadre de cette loi. C'est ainsi que William Burroughs, Allen Ginsberg, Pierre Guyota, Georges Bataille et de nombreux autres ont été censurés au motif qu'ils auraient pu être lus par la jeunesse. Je ne sais pas si... Moi j'ai juste une fille de 5 ans, je ne vais pas se précipiter sur Tombeau pour 500 000 soldats, qui pourtant était à la portée de sa main chez moi. Donc ni sur Eden Eden, pour l'instant ça ne l'a pas tenté. Ça, je pense que ça ne tentera pas non plus à 8 ans, ni à 10, et qu'il faudra attendre un certain temps, et peut-être qu'un jour, quand Pierre Guyota vient manger à la maison, peut-être qu'un jour il finira par s'intéresser à ce qu'il écrit. Mais pour l'instant, et d'ailleurs je ne trouverais rien à redire si elle le lisait de façon précoce. Voilà, donc ce cher maître Pierrat, pour la liberté d'expression, n'est-ce pas? Mais, alors voilà, regardez, il publie des énormes bouquins sur les livres censurés
Voilà, je fais ça de pub même encore, je suis trop gentil. 100 livres censurés, selon Emmanuel Pierrat. Alors vraiment des livres, on voit qu'il y a de l'argent. Hein. Son cabinet gagne très très bien sa vie. Alors je vais vous expliquer comment il gagne bien sa vie. En fait, il joue sur les deux tableaux, hein, comme tous les Tartuffes, comme Soral, comme Ardisson, comme tous ces gens-là. C'est la même école, hein, c'est la gauche, c'est cette gauche-là, je ne nommerai même pas. Alors, voilà, il vous fait des beaux livres pour vous expliquer que c'est pas bien de censurer les livres, que c'est pas bien la censure, que ci, que ça. Et derrière, c'est le premier à vous envoyer ce genre de courrier à la con, qui ont pour but de censurer une parole de journaliste, en plus, un travail de journaliste, d'enquête. Il se trouve que Maître Pierrat, je l'avais déjà croisé dans l'affaire Renaud Camus. Donc ça, c'est le journal de Renaud Camus, donc de l'affaire. Renaud Camus, on rappelle, cet écrivain qui, en 2000, critique France Culture, qui aurait, selon lui, dans une émission à prétention généraliste, monopolisé la parole sur des thèmes liés aux Juifs, parce que, selon lui, il y aurait eu une majorité de Juifs parmi les intervenants de l'émission en question qui s'appelait Panorama. Bon, alors apparemment, on n'a pas le droit de tenir ce genre de propos en France en l'an 2000, donc il avait été défendu quand même par Alain Finkielkraut, par Elisabeth Lévy, par quelques autres esprits libres, mais évidemment, toute la bien-pensance du système lui était tombée dessus. Je crois que le pire, c'est le cas de le dire, ayant été Laura Adler, qui l'a qualifié de pire qu'Hitler. Donc je veux dire, on était dans le pire que cette intelligentsia peut produire. Et dans le journal de Renaud Camus, on apprenait que l'avocat de Renaud Camus à l'époque, c'était un certain Maître Pierrat. Et oui, déjà, parce que cet avocat-là, j'ai oublié de vous le dire, mais il le met bien en exergue, il co-dirige le cabinet Pierrat, qui porte son nom, avocat au barreau de Paris, qu'il a fondé. Il a publié plusieurs ouvrages juridiques ou essais en rapport avec la justice, la censure, hein, et les livres, et a contribué à différents ouvrages sur les métiers d'édition. Et il tient la chronique juridique, c'est ça qui est assez drôle, dans les journaux professionnels Livre Hebdo, donc formidable, hein, le principal journal de la profession a ce gars-là comme conseiller juridique. Ça vous dit où est-ce qu'on en est au niveau de la liberté d'expression dans l'édition, ainsi que dans Tétu. Voilà, donc c'est le propre conseil juridique de Tétu qui écrit les articles juridiques dans Tétu, qui m'a envoyé cette formidable lettre. Bon. Et donc j'en reviens à Renaud Camus et à son journal, parce qu'il cite Pierrat, il va voir Pierrat, alors qu'est-ce que je dois faire, on m'attaque pour mes propos tenus dans mon journal, alors en gros, Pierrat lui explique, donc là il y en a plusieurs pages, hein, il lui explique qu'il doit tout censurer. Voilà. Et c'est pour ça que Camus d'ailleurs a plié aux injonctions de Maître Pierrat, et qu'il a remis une copie vierge, c'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui la campagne de France chez Fayard, ben vous avez je ne sais pas combien de pages blanches. Voilà. Donc c'était le pied de nez de Renaud Camus qui voulait dire regardez, vous me censurez, mais je vous montre que vous me censurez. Bon. Et là, on voit Maître Pierrat qui explique à Renaud Camus que voilà, c'est l'avocat des écrivains, semblerait-il. J'avais toutes sortes de questions à lui poser. D'ailleurs, j'ai oublié de lui en poser quelques-unes. Bon, Maître Pierrat lui-même, passant du rôle d'avocat à celui de conseiller politique, mais il y a beaucoup de corridors entre ces deux emplois, dit Renaud Camus, m'assure que je suis perdu. Alors, il lui conseille de retirer des passages. Alors, je vais vous en lire un. Voilà ce qu'il dit. L'une des questions les plus urgentes à poser à l'avocat était celle des vaisseaux brûlés, des passages retirés par Paul de PA et qui se trouvaient encore sur mon site. Pierre en avait fait un tirage sur papier, m'a téléphoné le soir, etc. Les exemples qu'il donnait continuent de me stupéfier. Choisis presque au hasard, voici 2 paragraphes parmi ceux dont il m'a conseillé très vivement le retrait. Alors, certes, voilà, je cite Renaud Camus, et Pierrat lui a conseillé de zapper ces passages, parce que sinon ça tomberait sous le coup de la loi. Hein. Certes, à la pensée juive, nous devons plus qu'à la pensée rouergate, et même qu'à la pensée belge, ou à la pensée bretonne. Telles sont sa grandeur et sa majesté pauvre, sa profondeur surtout, sa gravité, qu'elle fait paraître ridicules ces expressions-là, par comparaison, et leur donne l'allure d'une mauvaise plaisanterie. Même l'Italie, notre petite sœur et notre mère, ne ressemblerait en rien à ce que nous voyons d'elle, savons d'elle, aimons d'elle, si, comme la France, ne l'avait irriguée tout au long de son histoire, l'idée d'Israël et de Yahvé.
Bon, il continue, mais ça, voilà, Pierrat lui dit, ah non, non, ça faut enlever parce que vous comprenez, dans le contexte actuel, donc, enfin, on croit rêver. Voilà ce que dit Renaud Camus, ce que j'apprends de Pierrat, et dont je n'avais pas idée malgré ma formation de juriste, c'est à quel point le droit serait caoutchouteux. Ce qui tombe sous le coup de la loi, ou pourrait vous valoir condamnation, varie infiniment selon votre personnalité réelle ou supposée, en somme selon votre image, et surtout selon les moments, semblerait-il. Voilà, je crois que tout est dit. C'est une vaste tartufferie, cette liberté d'expression selon Maître Pierrat, selon la gauche, et selon tous ceux qui nous dirigent depuis 30 ou 40 ans maintenant, et qui se font fort de censurer tous ceux qui peuvent les déranger dans leur exercice du pouvoir sans contrepartie. Et donc on en arrive à une situation où ces gens-là tiennent les médias, tiennent l'édition, tiennent de plus en plus Internet, et jusqu'où est-ce qu'on va accepter tout cela ? C'est la question que je vous pose. À bientôt.